Willkommen, bienvenue, welcome pour un nouveau point lecture, tchin tchin. C'est très chaud et le thé du jour sera le thé numéro 22 qui est un thé noir étoile de Noël. Je ne vois pas d'ici, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pomme, poire, cannelle, flocons de sucre, pistache. Et cela est censé illuminer ma journée. Bah écoutez, on est samedi matin, il est 10 h, il fait super gris, donc j'ai besoin d'illumination dans ma vie. Ah, c'est super bizarre. Alors, je pense qu'il faut être né dans les années 90-2000 ou avoir eu des enfants dans ces années-là, mais ça a exactement le goût des bonbons qu'on appelait les testicules de mammouth. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire le mot cou. Donc on va dire, ouais, voilà, ça a vraiment le... Alors à l'odeur, ça sent pas ça, c'est un thé noir, donc on sent un peu le thé noir, mais ça a vraiment le goût des testicules de mammouth. Vous savez, ce bonbon là qu'on léchait pendant 3 jours entiers et qu'on posait sur le... Ma mère, c'est ce qu'elle nous faisait faire, on devait le poser sur le lavabo là, dans la cuisine, parce que c'était dégueulasse, enfin, c'était plein de bave, etc. Et elle voulait pas qu'on se balade avec toute la journée. Ça a exactement ce goût-là. Alors c'est pas pour me déplaire, parce que j'aimais ça quand j'étais petit. Disons que c'est pas du tout pomme, poire, cannelle, je le sens très peu. On sent, ouais, peut-être le sucre et la pistache, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Ça a le goût des COI2LES de mammouth. On se retrouve donc aujourd'hui pour un petit point lecture. J'ai 1, 2, 3, 4, il m'en manque un, 5 romans. Et j'ai également 5 romans que j'ai achetés ou que j'ai eu à Noël. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 romans que j'ai eu à Noël, enfin il y en a la moitié que j'ai eu à Noël et l'autre moitié, donc 3 que j'ai acheté à Paris. Et en ce moment, je l'ai déjà dit, je suis à Paris en intégration pendant tout le mois de janvier, je viens de commencer un nouveau boulot et en fait le siège social est à Paris, mais moi je vais travailler à Reims, mais du coup pendant un mois pour m'acclimater un peu au process, etc. je vais à Paris toute la semaine. Donc là je filme un peu, pas dans l'urgence, mais étant donné que je suis chez moi que le week-end, j'essaye de profiter un peu. Il y a le matou qui est toujours là, il part que la semaine prochaine. Et donc je profite un peu du matou parce que sinon il est tout seul toute la semaine, pauvre loulou. Même si j'ai des gens qui viennent s'en occuper. Puis même, ça fait du bien d'être chez soi. C'est cool l'hôtel, franchement, je passe un super moment. Le boulot se passe super bien. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages d'ailleurs. J'ai fait un post sur Instagram. Tout se passe très bien au boulot, avec les nouveaux collègues, avec le nouvel environnement, etc. Mais, voilà. Tu pars de l'hôtel à 8 h, tu rentres à l'hôtel à 18 h 30, donc j'ai déjà absolument pas le temps de profiter de Paris. Mon hôtel étant juste à côté du bureau, je vois que genre 3 trottoirs dans Paris. Alors c'est chouette parce qu'on n'est pas très loin de l'Étoile et de l'Arc de Triomphe, donc du coup on est sur les grands boulevards, mais voilà. Pourquoi j'ai parlé de ça, je ne sais pas. Ah si, pour vous dire que voilà, c'est normal si je suis un peu moins présent, je pense que j'ai énormément de retard dans les commentaires. Je vais essayer d'y répondre avant de poster celle-là comme d'habitude, pour pas avoir trop de vidéos de retard. C'est ce que j'ai essayé de faire pendant les Vlogmas, j'ai pas toujours réussi, mais bon, qui va me blâmer? Pas moi. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je vais vous montrer les livres que j'ai reçus, que j'ai eus, et puis après on fera le point lecture. Dans les livres que l'on m'a offert, j'ai eu Marcel Proust et Anna de Noailles, les correspondances de 1901-1922. Pourquoi j'ai reçu ce livre? Parce que j'en parlais avec une amie et j'ai absolument pas le courage de lire À la recherche du temps perdu, j'ai peur de m'ennuyer, j'ai peur que ce soit fastidieux, enfin je me connais, je vais commencer, je vais lire 100 pages et je vais l'abandonner. Je suis pas sûr d'être sensible à la plume de Marcel Proust et je me suis dit, pourquoi pas connaître sa relation qu'il a eue avec Anna de Noailles, donc Madame Noailles, à travers leur correspondance. Alors là, ce sont des correspondances choisies et extraites de, je ne sais plus, une anthologie des correspondances de Marcel Proust. Il existe un ouvrage qui reprend toutes ces correspondances. Et là, c'est vraiment celles qui sont destinées à Anna de Noailles et ses réponses. Ça a l'air super intéressant, j'ai vraiment feuilleté rapidement. J'ai très hâte. En plus, Madame Noailles, Anna de Noailles est connue car elle était poète, je crois. Elle est auréolée d'une gloire à la fois poétique et mondaine. Voilà, c'est une femme mondaine. Je crois qu'il y a un personnage dans La recherche du temps perdu qui prend les traits de Madame Noailles. Ça me plaît parce que c'est de la littérature assez intime, on va être dans cette relation entre ces deux personnages qui sont très mondains. En même temps, je pense que c'est une histoire d'amour un peu, peut-être pas tumultueuse, mais pas toute lisse, avec des bons mots. C'est ça qui m'intéresse surtout, c'est que je pense que leurs correspondances seront très belles. Ça va pas être des textos en mode tu me manques moi aussi. J'ai hâte de découvrir comment s'écrivaient ces deux personnes et d'en apprendre plus sur Anna de Noailles. Je vous avais déjà parlé une fois de la chanson Rime féminine de Juliette Noureddine, dans sa litanie de personnages féminins qu'elle auréole et qu'elle veut faire entrer au Panthéon. Dedans, elle cite Anna de Noailles, donc du coup, je connais pas du tout cette poétesse, donc j'ai envie de savoir qui elle est. Ensuite, ma sœur m'a acheté à Noël La cuisine des écrivains, quand la littérature passe à table, de Elsa Delachère et Johann Ferber. Là encore, c'est une anthologie de divers textes, que ce soit des romans, des poèmes, des bouts d'essais, de non-fiction, enfin bref, vraiment une anthologie de textes
tout à fait divers sur la nourriture qui sont anthologiés, compilés de façon à ce qu'on ait en premier des textes sur l'entrée, après je crois qu'il y a des textes genre sur l'huître, des textes sur les plats de résistance, des textes sur les desserts, il y a parfois des recettes également qui sont tirées de certains livres, de certains essais, enfin, etc., de la littérature, et du coup je me dis que ça peut être génial pour les vidéos de cuisine sur la chaîne. Je me dis que je pourrais refaire certaines de ces recettes et ça va me permettre d'avoir un point de vue très global parce que ça remonte assez loin dans la littérature et ça revient jusqu'à des extraits bien plus contemporains. Donc on va avoir un beau panorama de la cuisine dans la littérature. C'est assez court, hein, ça fait 230 pages. Je pense pas le lire d'une traite, pas le genre de texte que tu bouffes littéralement, mais que tu picores plutôt comme des amuse-gueules. Donc je remercie ma sœur qui me l'a offert à Noël et j'ai très hâte de lire. Une amie m'a acheté chez l'Observatoire Le Voyant des Tempes d'Abel Quentin, prix de Flore 2021. On l'a vu pas mal passer au moment de la rentrée littéraire, donc il est sorti en septembre. Je crois qu'on va être avec un auteur, non, un universitaire, voilà, alcoolique et fraîchement retraité. Moi je l'imagine dans ma tête, je sais pas pourquoi, à Michel Houellebecq, peut-être pas du tout, hein, mais c'est l'image que je m'en fais, qui décide de dépoussiérer un poète des années 60. Voilà, un poète américain méconnu des années 60. Et en fait, ce poète américain semble avoir des propos très controversés, des propos peut-être racistes. Je sais plus c'est sur quel thème, si c'est l'homophobie, le racisme, enfin en tout cas, des propos tabous qui ne passent plus dans notre société actuelle. Et on va vraiment questionner cette notion de qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qui est tabou, comment aborder certains sujets. Ça a l'air d'être super intéressant. J'ai vu de tout et de rien. Il y a des gens qui se sont ennuyés de bout en bout. Il est quand même assez gros, hein, il fait je crois 400 pages. Mais moi ça m'intrigue, cette notion sociale et sociétale dans ce roman. Donc j'ai très hâte de le lire et de me faire un avis dessus. Et ensuite, qui dit Paris, qui plus est, ma chef m'avait loué un hôtel, mais genre vraiment à 5 minutes d'une petite librairie de quartier qui était magnifique, avec 2 personnes. J'essaierai de vous noter ici le nom de la librairie parce que je l'ai plus en tête. Je crois qu'il y a le mot orange dedans. C'est dans le 17e. Enfin bref, en tout cas, c'était une super librairie. J'ai pris le temps d'y passer un soir après le boulot avant de rentrer à l'hôtel. Et du coup, je lui ai acheté un roman. Et un autre soir, en fait, en repartant à la gare, je suis passé devant une Fnac boulevard des Ternes qui était mais gigantesque. Genre vraiment, le rayon de littérature s'étendait sur 2 étages. C'était vraiment immense. Alors oui, c'est une Fnac, c'est pas l'achat le plus éthique, etc. Mais c'est quand même un lieu de culture où on peut acheter des livres et du coup j'ai craqué. Dans la petite librairie, je me suis acheté Les Heures Bleues, Les Nuits Bleues de Anne-Fleur Multon, qui est une histoire d'amour lesbienne, en tout cas entre 2 femmes, qui m'a l'air très douce, très fragmentée. Alors je vais essayer de vous montrer vite fait, mais en le feuilletant, je me suis rendu compte, je n'avais pas fait gaffe avant, que l'écriture était très particulière. J'ai l'impression qu'il y a du vers libre, que parfois il y a de la prose, parfois il y a de la poésie. C'est chez l'Observatoire, ça vient de sortir, ça fait partie de la rentrée littéraire d'hiver. J'ai pas prévu, comme en septembre, de faire une grosse vidéo rentrée littéraire avec tous les titres qui me tentent, etc. Parce que j'ai absolument pas le temps avec le boulot. Mais je me suis permis de m'en acheter 2, même si je fais le principal, même si ça rentre pas dans mon challenge. C'est juste que voilà, j'avais envie d'être à peu près au fait de ce qui sort là en janvier. J'ai également reçu, je vous l'avais montré, 2 romans de chez Albin Michel de la rentrée littéraire. Je vais vous en présenter un d'ailleurs dans le point lecture. Donc voilà, j'aurais lu peut-être 4, 5, 6 livres de cette rentrée littéraire, histoire de savoir. Ne vous inquiétez pas, je ne vous parlerai pas d'anéantir justement de Michel Houellebecq, car j'ai lu des articles tout à fait moribonds sur ce bouquin et j'ai absolument pas envie de me plonger dedans. Dans tous les cas, je crois que j'avais déjà dit, j'aime pas spécialement ce que fait Houellebecq, même si certains crient au génie. J'ai lu de précédents romans, ou tenté de lire de précédents romans de cet auteur, du genre La carte et le territoire, La possibilité d'une île et le truc de la lutte. Je sais plus c'est quoi le titre, mais enfin bref, j'avais abandonné ces titres donc je ne lirai pas celui-là. Mais voilà, là ça a l'air très doux avec une écriture très particulière. Je pense qu'on va être vraiment dans cette rencontre entre 2 femmes et comment elles s'apprivoisent. Je ne suis pas sûr qu'elles soient toutes les 2 lesbiennes. Le désir contenu jusqu'à l'apothéose du premier baiser, des premières caresses, de la première étreinte. Leur histoire est une évidence. Voilà, on va être vraiment dans ce début de la relation et ça a l'air super beau, super intéressant. En tout cas, c'est chez l'Observatoire. Pour l'instant, j'ai eu plutôt des bonnes surprises avec cette maison d'édition. J'espère que ça va continuer avec ces 2 sorties, rentrée littéraire de septembre d'ailleurs et rentrée littéraire d'hiver. Mais c'est vrai qu'ils proposent des beaux romans chez l'Observatoire. Ensuite, à la Fnac, je me suis donc acheté Andrea Dodo de Michel Julien. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais chez Verdier, donc c'est la maison d'édition, j'avais lu Marmoud ou La montée des eaux, qui était un roman en vers libre de bout en bout sur un village rasé en Syrie et sur la situation politico-économique de la Syrie, que j'avais vraiment beaucoup aimé. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Il avait eu d'ailleurs le prix Vepler, si je ne dis pas de bêtises, qui est donc le prix remis par la librairie des Abbesses à Paris. Et donc j'ai voulu essayer d'en connaître un peu plus. Ils avaient 2 beaux romans chez Verdier à cette rentrée littéraire d'hiver.
Celui-ci, c'est un peu cher parce qu'il coûte 15 balles et qu'il ne fait que 115 pages. Et il y en avait un autre, je ne sais absolument plus le titre, mais c'était comme Marmoud de la montée des eaux. C'était un roman en vers libre. Et j'ai longuement hésité, mais j'avoue que sur ce roman, c'est le thème et ce bandeau. Vous voyez tous ces hommes qui tiennent une corde. Alors on va être en Amérique du Sud, dans un pèlerinage. C'est un pèlerinage donc chrétien, j'imagine, en Amérique du Sud. Et toutes les personnes qui participent à ce pèlerinage doivent tenir une longue corde et faire un vœu et ne pas lâcher la corde jusqu'à temps qu'ils arrivent au bout de ce pèlerinage. Et je crois qu'on va un peu naviguer entre tous ces personnages, ou en tout cas entre plusieurs hommes, femmes, qui tiennent cette corde. On va peut-être être dans leur tête à vouloir connaître leurs vœux, à voir s'ils ont la force, le mental pour réussir ce pèlerinage. Ça mêle intime, religion, dépassement de soi, ça a l'air super intéressant. C'est très très court, donc à voir. J'ai l'impression qu'il n'y a aucun chapitre et que c'est écrit d'une traite. Ah non, si, il y a des chapitres. J'ai hâte de m'y plonger. Et enfin, je me suis acheté Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, aux éditions Christian Bourgeois, donc avec la nouvelle traduction de Daniel Lauzon, qui date de 2014. Pourquoi je l'ai acheté, vous allez le voir dans la suite de la vidéo, parce que j'ai lu le tome 1 récemment et que, en fait, je trouve pas, je sais plus où je l'avais acheté ce tome 1, mais on trouve pas forcément cette édition partout de chez Christian Bourgeois. Alors je trouve que le livre est pas super beau, je trouve que la couverture n'est pas très belle, qu'il est pas très pratique, vous voyez, il est vraiment très carré, il est très très grand comparé, je sais pas, un grand format de chez Albin Michel, vous voyez, c'est pas la même taille, que ce soit en hauteur ou en largeur, c'est plus grand. Ils sont très lourds, ils font plus de 2 kg. Le confort de lecture est vraiment au rendez-vous au niveau taille d'impression, des caractères, etc. Et il y a quand même des jolies illustrations, je crois qu'il y a une quinzaine d'illustrations. Et du coup, j'ai lu le tome 1, ça m'arrive très 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 rarement, mais j'avais presque envie de sauter sur le tome 2 automatiquement. Donc bon, quand je suis passé à la grande Fnac de Paris où j'ai vu qu'ils avaient toutes les éditions, enfin tous les romans dans cette édition chez Christian Bourgeois, j'ai pris le tome 2 directement. Et maintenant on va passer tout de suite au point lecture parce que j'ai déjà beaucoup trop traîné. Let's go! Avant de passer au point lecture, tant que j'y pense, j'ai été sélectionné pour le Grand Prix des lecteurs des éditions Livres de Poche. Donc je vais recevoir à partir du mois de janvier, là je crois d'ici la fin janvier, ou à la fin du mois de janvier, je ne sais plus exactement les modalités, 3 romans en poche tous les mois, donc de janvier à novembre peut-être, pour élire le prix des lecteurs du livre de poche. J'avais donc dit, après avoir participé au prix Fnac, que j'allais peut-être éviter les prix. Le truc, c'est qu'en fait, le prix Fnac s'était condensé sur 2 ou 3 mois où on avait 6 livres à lire et qu'on les a reçus assez tardivement. Enfin, l'organisation m'a pas super plu. Puis, c'était des romans dont on ne savait rien du tout. Alors là, pareil, il y a peut-être des romans que je ne vais pas connaître parce que je ne peux pas tout avoir vu passer, mais ça va être des livres de poche. Et je trouve que c'est déjà plus sympa dans la notion d'échange, car au moment où je vais recevoir les livres, ils seront normalement sortis en poche ou sortiront dans le mois qui suit, je crois. Hein, en tout cas, j'ai vu là déjà à la Fnac des premiers livres de poche avec le macaron, vous savez, prix des lecteurs, livres de poche. Donc je pense que pour en parler, ça sera plus pratique car au moment où je serai en train de lire les romans, je pourrai en parler. Et en plus, c'est des romans en format poche, donc ça sera plus pratique pour vous si vous voulez les acheter. En tout cas, ça sera moins cher. Une nouvelle aventure qui commence. Je sais pas encore si je ferai des vlogs peut-être. Parce que je pense que tous les mois je recevrai les 3 romans d'un coup en me disant bon je me fais une session livre de poche où j'entame les 3 livres du prix des lecteurs, je fais un vlog en même temps et comme ça me fait une vidéo, 3 livres pour un vlog, je pense que c'est largement faisable. À voir au moment où je les recevrai. Probablement qu'en plus là je vais recevoir pendant que je serai à Paris les 3 premiers romans, donc ça risque d'être complicado, mais je crois qu'en fait en janvier on n'a pas de lecture obligatoire, que les premières lectures obligatoires commenceront à partir du 28 février. Enfin, les romans que je vais recevoir là en janvier, il faudra que je les ai lus pour fin février. Et en plus, j'ai vu là du coup à la Fnac, parce qu'il y avait des macarons, je vous dis, qu'un des romans que je vais normalement recevoir, je l'ai déjà lu parce que je l'avais lu en grand format, c'est Ohio de Steven, je sais plus comment, Steven quelque chose, que j'avais pas trop aimé, mais bon, déjà sur les 3 que je vais recevoir en janvier, ça va m'en faire un de moins à lire. Ça va être dur, je pense, parce que là, c'est un peu un petit côté point de vue sur ma vie. C'est vrai que ça faisait quelques temps que je ne travaillais pas, et donc c'est très frustrant parce qu'en fait, quand je travaillais pas, je lisais toujours autant, mais j'avais pas forcément, c'était peut-être à cause de mes lectures, à cause de Noël, des fêtes de fin d'année, l'envie toujours de retourner vers mes livres. Et évidemment, maintenant que je ne peux pas lire comme je le voudrais, aux heures que je voudrais, j'ai tout le temps envie de lire. Quand je suis au bureau, je me dis purée, j'aimerais trop lire. Et nanana. Donc voilà, c'est un peu frustrant sur ce point-là, mais il va falloir juste que je trouve mon rythme. C'est le début. En plus, là, je suis à Paris, je suis en formation, donc j'ai plein d'infos. C'est normal que mon cerveau soit très très occupé. Il va falloir que je reprenne un rythme de lecture. Donc bon. En plus, j'ai commencé évidemment des gros romans. Enfin, j'ai commencé Elantris de Brandon Sanderson qui fait 1000 pages. Et en parallèle, j'essaye de lire d'autres choses, mais enfin, c'est compliqué, hein, c'est compliqué.
on va y arriver, puis au final, s'il y a moins de livres lus, c'est pas bien grave, je vous parlerai des livres que je lirai. Mais tout ça pour ça, que je suis juré, prix du livre de poche. Maintenant, on peut passer au point lecture, let's go, on va partir dans l'autre sens du coup. En premier, j'ai lu Les Temps ultramodernes de Laurent Genefort aux éditions Albin Michel Imaginaire, paru le 3 janvier, je crois. Oui, c'est ça. Donc, c'est ma deuxième expérience avec Albin Michel Imaginaire. J'avais reçu, il y a quelques mois de ça, La Nuit du Faune de Romain Lucazzo, que j'avais, on pourrait dire, cordialement détesté. En tout cas, je n'étais absolument pas rentré dans la lecture de bout en bout. C'était un échec total, beaucoup trop pintello pour moi. Ce n'est absolument pas le cas avec celui-ci, et je suis content parce que je me suis dit, si chez Albin Michel, à chaque fois qu'il m'envoie un truc imaginaire, je le démonte, ils vont plus trop être copains avec moi. D'un autre côté, je pense pas, parce que bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette, comme dirait l'autre, hein, tu reçois un bouquin, tu l'aimes pas, tu l'aimes pas. Bon, là, ça n'a pas été un immense plaisir de lecture, j'ai pas pris mon pied au point de plus pouvoir lâcher le roman, mais c'était quand même une lecture assez agréable, donc ça augure quand même des bonnes lectures dans le point lecture, parce que la dernière n'a pas été détestable, donc je vous laisse imaginer les premières lectures. Donc ce roman est un roman choral qui se passe dans un Paris 1925, mais totalement uchronique, car à la fin du 19e siècle, en 1895 je crois, on a découvert un matériau qui s'appelle la cavorite, et la cavorite en fait permet de annuler la gravité. Donc on peut coller de la cavorite par exemple sur un bateau, et le bateau se met à voler. On peut coller de la cavorite dans des immeubles, et les immeubles sont un peu plus soft, un peu plus flexible, je pense, ou un truc comme ça. Enfin, j'ai pas tout suivi, mais voilà. La cavorite a été découverte et on s'est mis à en foutre partout, à développer cette technologie, si bien que en 1925, toute la planète est devenue dépendante de la cavorite, de son extraction dans les mines, de son pouvoir. Sauf que, évidemment, on se rend compte que les mines ne sont pas infinies, un peu comme le pétrole, ça rappelle quelque chose, et que bah, on arrive peut-être déjà, au bout de 25 ans d'exploitation, au bout de la cavorite, qu'on n'a plus assez de ressources, et donc là, une immense crise économique se développe sur la planète, une immense crise sociétale, sociale également, parce que bah, la ressource numéro 1 est épuisée, et en plus de ça, on se rend compte que la cavorite, avec son pouvoir de lévitation, ce pouvoir a une durée de vie dans le temps, et donc déjà là, au bout de 30 ans d'exploitation, la lévitation des objets qui lévitent grâce à la cavorite est de plus en plus faible, et si bien que certains immeubles qui ont été construits avec la cavorite s'effondrent, et donc c'est vraiment tout un monde qui est remis en question, car depuis 30 ans on ne fonctionnait plus qu'avec ça, et là tout s'écroule. Et donc dans ce pari un peu chronique, on va suivre 5 personnages, ou 6, je ne sais plus, des personnages qui sont très différents, et qui vont petit à petit mener une intrigue, et c'est là que le bas blesse un peu avec moi, c'est que, étant donné que cet univers est assez riche et qu'on rentre assez fortement dans les détails de l'utilisation de la cavorite, de son pouvoir politique, de son pouvoir économique, l'intrigue commence peut-être qu'à la moitié du roman, parce que bah, vu qu'on est avec 5 personnages, ça prend déjà son temps, étant donné qu'on alterne tous les chapitres un point de vue, et que l'univers est très riche. Alors même si le roman fait 430 pages, j'ai trouvé ça très introductif, parce que bah, on nous explique ceci, on nous explique cela, on fait que des allers-retours entre plusieurs domaines, en plus parce qu'on est avec une institutrice, on est avec un scientifique, on est avec un anarchiste un peu syndicaliste, donc on voyage partout, que ce soit sur la planète ou dans l'espace. Ceux qui détestent les romans qui se passent dans l'espace, il y a quand même quelques passages sur Mars, car on a réussi à coloniser Mars grâce à la cavorite. Et en fait, j'ai eu l'impression de lire un tome 1 alors que c'était un one-shot. Alors effectivement, à la fin, tout se résout, plus ou moins vite sur certains points, mais étant donné que, bah voilà, on est avec ce roman choral que j'affectionne tout particulièrement en temps normal, bah là, j'ai été un peu laissé sur ma faim. Néanmoins, on était dans un univers si riche que c'était très immersif. Moi, je l'ai lu tous les soirs, là, la semaine de Noël, vers le 24-25, vous voyez, 23, etc. Quand on était bien plein de nos repas, je me plongeais dans les temps ultramodernes, et c'est vrai que bah, ça me faisait digérer, ça me faisait léviter grâce à la cavorite, et c'était très chouette. Donc c'était une belle lecture très immersive, vraiment c'est ce côté que j'ai bien aimé, que l'univers décrit, et les personnages aussi étaient super intéressants. En outre, par exemple, j'ai voulu dire en outre, je sais pas pourquoi c'est sorti, alors que c'est absolument pas le sens de la phrase, mais par exemple on a 2 personnages féminins qui sont très forts. Je vous dis, une institutrice qui est célibataire et qui a décidé de vivre sa vie seule, quitter la province, monter à Paris et mener sa vie tambour battant à Paris, et une scientifique qui essaye un peu de, alors ça se passe en 1925, mais de se désolidariser du patriarcat, ou en tout cas de mener ses études et ses recherches de femmes savantes scientifiques
dans son coin, seule, battante. Donc ces deux personnages étaient très intéressants, pas du tout clichés. C'est pas vraiment le roman, vous voyez, où on coche les cases. Hein. Je vous dis souvent ça quand je parle de livres, qu'il y a des romans où on sent qu'on a coché des cases. Là, c'est pas comme ça que je l'ai ressenti parce que ça a été très bien amené. Les personnages n'étaient pas trop caricaturaux, même ces femmes très puissantes, assez badass, avaient des revers un peu moins glorieux ou avaient des réflexions qui parfois arrivaient vraiment à nuancer le personnage. Donc c'était vraiment chouette sur le côté de l'univers et des personnages, un peu moins sur le rythme et la construction du roman en soi. Ensuite j'ai lu un très court, comment ça s'appelle, recueil de poèmes de Boris Vian, Je voudrais pas crever, aux éditions Le Livre de Poche, mais en fait je l'ai trouvé à Emmaüs parce que j'adore ce genre de couverture. Alors on est dans un recueil de poèmes avec 22 poèmes, enfin une vingtaine, 23, et ensuite il y a des lettres, des correspondances je crois, enfin je sais pas trop, des articles. Je m'y suis pas intéressé parce qu'en fait j'avais pas du tout le contexte et les ressources nécessaires je crois pour les aborder. En fait c'est des textes écrits par Boris Vian au collège de la pataphysique ou un truc comme ça. Alors je crois que c'est un mouvement littéraire qui a sûrement dû exister dans les années 1950 en France. Je crois que par exemple dans le collège de la pataphysique il y avait Raymond Queneau. Donc voilà, je me demande si c'est pas un truc un peu genre comme Loulipo dont fait partie par exemple Hervé Letellier. Un espèce de, voilà, de collège d'écrivains qui se branlent un peu la nouille sur des notions de littérature. J'ai plutôt bien aimé les poèmes étaient très courts, c'était très particulier, vraiment différent. Enfin, c'est pas du tout le Boris Vian de J'irai cracher sur vos tombes, mais plutôt le Boris Vian de L'écume des jours. Quoique les deux se mêlent un peu, c'est vrai que les poèmes sont très très sombres, je crois que ça a été publié à titre posthume et qu'il les a écrits à la fin de sa vie. Il avait plus aucun succès, il était pauvre, il était malade. Donc il y a quand même, ouais si c'est un peu quand même comme J'irai cracher sur vos tombes, très sombre, des thèmes abordés assez durs, notamment je vous dis la maladie et la mort. Dans tous les textes presque, les poèmes, on aborde un peu la mort. Et le côté écume des jours, c'est que c'est vraiment parfois sans queue ni tête. C'est très absurde, il joue beaucoup sur les mots, sur les lettres. Et ouais, voilà, c'est ça, des jeux de mots tout le temps, dans presque tous les poèmes. Il y a des répétitions, il y a des mots qui sont inversés, limite contre-piétrie. J'ai bien aimé, ça se lit très très vite, je vous dis, parce que c'est 23 poèmes. Et regardez par exemple la taille d'un poème, très très court. On est même sur un langage presque oral, presque argoteux. Par exemple, là, le poème s'appelle Pourquoi que je vis. Donc, il y a le pourquoi que je vis, pourquoi que je vis, pour la jambe jaune d'une femme blonde appuyée au mur sous le plein soleil, pour la voile ronde d'un pointu du port, pour l'ombre des stores, le café glacé qu'on boit dans un tube, pour toucher le sable, voir le fond de l'eau qui devient si bleu, qui descend si bas, avec les poissons, les calmes poissons, ils paissent le fond, volent au-dessus des algues cheveux comme oiseaux lents, comme oiseaux bleus, pourquoi que je vis, parce que c'est joli. C'est très beau, et en même temps, je vous dis, c'est ce mélange de la poésie un peu argoteuse, un peu parlée, un peu orale, qui aborde des thèmes très très sombres, avec des mots parfois très très simples du quotidien. C'était chouette, je pense que j'avais vraiment pas peut-être suffisamment de contexte pour l'apprécier dans sa globalité. J'ai été même très hermétique à certains poèmes, donc voilà. Une belle lecture, une belle découverte, mais je préfère pour l'instant Boris Vian dans ses romans. Je ne sais pas s'il y a d'autres recueils de poèmes, j'imagine que oui, parce que je crois qu'il a été très prolifique, mais c'est le premier recueil de poèmes que je lisais de l'auteur et ça n'a pas été un immense coup de cœur. Je vais vous parler de ce roman parce que je l'ai commencé, je ne l'ai pas encore terminé, mais je suis arrivé à une partie où je peux vous en parler déjà un peu. C'est Jenny Belair, une créature de François Jonquet aux éditions Point dans la collection Récits. Je ne l'ai pas terminé, en fait j'en suis à la moitié parce que le roman est complètement coupé en deux. On va parler de Jenny Belair, qui est un personnage toujours vivant, enfin une personne toujours vivante d'ailleurs. Jenny Belair, c'était un physionomiste très connu dans un Paris très mondain des années 70-80. Il était physio, vigile, comment on dit, videur, parce que je sais que moi par exemple en province on dit pas du tout physio, on dit videur. Donc pour les Parisiens, je dirais physio, pour les autres videur. Enfin voilà, on est dans la scène un peu underground, mondaine de Paris, dans le sens où on est dans une boîte un peu... c'est une boîte de nuit qui a l'air très camp. Alors camp dans le sens où on est dans un côté très théâtral, dans un côté très bric et de broc, et en même temps qui est côtoyé par des gens très très mondains, du genre Karl Lagerfeld, du genre Christian Dior, plein de gens très connus, par exemple Thierry Ardisson aussi plus tard y allait. Et on est vraiment dans ce mélange des genres. Et donc Jenny Belair, qui est un homme qui se travestit. Alors, vu que, en fait, je n'ai lu que la première moitié, et dans la première moitié, c'est que des gens qui ont côtoyé Jenny Belair qui la racontent. Je ne sais pas si dans la seconde moitié, où c'est Jenny Belair qui se raconte elle, on aborde la question de l'identité, de comment elle s'identifie, si elle s'identifie homme ou femme. Donc c'est un peu compliqué d'en parler sans être approximatif, parce que pour l'instant, je n'ai pas encore l'information. Mais en fait, j'ai fait un peu une overdose dans le sens où on va être
tout le temps dans ce milieu parisien mondain des années 70-80 à entendre parler de Jenny Belair qui était donc physio dans cette boîte et qui a vécu mais vraiment mille et une vies, mille et une soirées. Chacun va raconter un peu une petite anecdote qu'il a eue avec elle, une petite soirée, un moment de vie, etc. Donc c'était chouette, mais c'est quand même un milieu qui est très très fermé, qui est très... Je vous dis BCBG un peu, voilà, on est l'élite parisienne qui sortons en boîte. Donc j'ai fait une overdose dans le sens où j'ai pas voulu enchaîner avec la seconde moitié où je me dis on va être encore dans ce milieu parisien. En même temps, je crois qu'elle a fait que ça de sa vie. Enfin, c'était vraiment sa façon de vivre la soirée, sa façon de vivre la fête. Et en ça, c'est très beau parce que c'est vraiment une ode à la vie, une ode au partage, à la danse, à la célébration. Et c'est pour ça que j'aime bien retrouver cette ambiance de ce vieux Paris qui n'existe plus vraiment. Mais de fait, on a quand même une vague très nostalgique qui ressort des témoignages récoltés, une vague très morose parce que c'est un Paris qui n'existe plus, qui n'existera probablement plus jamais. Peut-être à juste titre d'ailleurs parce que c'était vraiment des lieux de débauche où il y avait alcool et drogue à tous les coins de rue. Même si Jenny Belair, et tout le monde le dit, n'a jamais pris une seule drogue, qu'elle était extrêmement fantasque, extrêmement entière et explosive dans ses moments de vie, mais qu'elle n'avait jamais pris aucune drogue. Alors évidemment elle buvait de l'alcool, mais je crois qu'elle en buvait même très peu. Et voilà, j'ai découvert ce personnage parisien parce que vraiment je pense qu'elle se définit elle-même comme une créature, étant donné que c'est le sous-titre du roman, Jenny Belair, une créature. C'est plus une personne, c'est un monument, quelque chose, une entité qui était là et qui a vécu des trucs. C'était très chouette, donc je me le garde sous le coude, je lirai la deuxième partie et je reviendrai vers vous, parce que là j'ai bien aimé la découvrir à travers les mots des autres, et c'est vrai que là maintenant ça fait déjà 2-3 semaines que j'ai lu cette première partie, même un peu plus que ça. J'ai hâte de découvrir la seconde moitié et de comment elle se définit. Donc j'ai vraiment apprécié rentrer dans ce Paris, mais c'était un peu too much parfois. Ensuite, j'ai reçu un service presse Éloge de la séduction de David Medioni aux éditions de l'Aube, de la non-fiction, c'est un essai. Et c'est donc un essai très court que je ne l'avais pas demandé, que j'ai reçu gentiment par l'attachée de presse qui me l'a envoyé. Je pense que l'attachée de presse suit un peu ce que je fais quand même et qu'elle connaît mes goûts parce que ça fait 2 fois qu'elle m'envoie un titre que je ne demande pas, mais qui fait vraiment mouche. Dans Éloge de la séduction, on va être avec un homme, David Medioni, qui est journaliste et fondateur et rédacteur en chef du magazine Ernest Le Mag, qui est un magazine culturel et littéraire que je ne connais pas d'ailleurs. Ils ont un site, je ne sais pas s'il est dispo en papier, je ne me suis pas vraiment renseigné, mais ça a l'air, enfin en tout cas des articles que j'ai vus, mais vu que je ne suis pas abonné, j'ai pas pu les lire, ça a l'air très intéressant et assez éclectique d'ailleurs. Je vais vous lire les 3 premières lignes de l'Incipit. Je suis un homme hétérosexuel de 41 ans. Je vous écris de chez les lourds, les porcs, les connards, les dragueurs, les manspreaders, les harceleurs, les lâches, les qui ne rappellent pas après une nuit de sexe, les qui ne se rendent même pas compte que leur conception du monde est profondément machiste et genrée, les mariés qui cachent leur alliance, etc. Et ça continue sur 2 ou 3 pages. Il démonte, dès son incipit, toute cette notion de masculinité toxique, toute cette notion de homme et femme séparés, de homme avec le pouvoir sur la femme, ou en tout cas, il la démonte pour son propre chef, il essaye de décrire tout ce qu'il n'est pas et tout ce qu'il déteste dans cette masculinité toxique, pour ensuite nous proposer quelques clés de compréhension, enfin pas de compréhension, mais des clés, des petites choses à assimiler sur les relations hommes-femmes, sur le féminisme, que c'est possible d'être homme et féministe, parce qu'à un moment il le dit, d'ailleurs je crois derrière, je vous écris de chez ces hommes qui exprimèrent alors la volonté et l'envie de se battre ensemble, femmes et hommes. Et il y a souvent cette notion de not all men, pas tous les hommes, qui est criée à corps et à travers par des hommes qui viennent contester, qui viennent effacer la parole de femmes victimes d'harcèlement, de victimes de viol, etc. Et cette notion du coup de not all men perd vraiment tout son sens dans le sens où dès l'instant qu'une femme parle de quelque chose, d'un sujet, on vient lui dire oui non mais c'est pas tous les hommes, ne généralise pas. Et David Medioni dit un peu que si, enfin oui et non, il y a quand même beaucoup plus d'hommes qui ne sont pas déconstruits que d'hommes déconstruits vraiment, et que même ceux qui se revendiquent féministes et vraiment très avancé sur certaines questions, ne le sont pas forcément. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que lui, il est très humble. Même si, je vous dis, il fait une liste de tout ce qu'il n'est pas, il va pas dire « je suis le modèle parfait, je suis la réponse et la solution ». C'est un essai qui est pas du tout fataliste, qui n'est pas non plus moralisateur, mais qui est plutôt plein d'espoir et de malice sur ces questions du féminisme. L'essai se construit comme un dialogue inventé entre David Medioni, donc l'auteur, et Casanova. Casanova, grand séducteur, qui est parfois un peu décrié, mais j'ai bien aimé parce qu'il y a des notions de littérature plutôt classique, on nous parle de Don Juan, on nous parle de Casanova, et on prend cette notion de féminisme grâce à la fenêtre d'entrée de la séduction,
grâce à la fenêtre d'entrée des jeux et des rapports entre les hommes et les femmes. Ça permet de contextualiser et d'ouvrir le panorama et de ne pas être vraiment focus sur le sujet féminisme. C'était très 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 chouette, j'ai beaucoup aimé, c'est assez court, hein, ça fait 150 pages, mais j'ai trouvé ça suffisant pour qu'il puisse vraiment étayer son point de vue et son avis sur cette question. Et du coup, bah voilà, très bonne surprise. Merci encore aux éditions de l'Aube pour cet envoi que je ne connaissais pas. Je connaissais ni l'auteur, ni ce qu'il faisait, ni le magazine pour lequel il travaille, donc trop chouette. Et évidemment, qui dit changement de batterie dit changement de plan. Désolé si ça a bougé un peu, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. À chaque fois, je crois que j'aurai assez de batterie, puis je raconte trop ma vie. Bon, en même temps, là, j'aurais pu couper cette vidéo en deux, mais je pense que je vais la faire qu'en une. On verra. Et enfin, j'ai donc lu le tome 1 du Seigneur des Anneaux, la Fraternité de l'Anneau dans sa nouvelle traduction, mais sinon c'est aussi la Communauté de l'Anneau, de J.R.R. Tolkien, l'ami Tolkien. Et c'est aux éditions Christian Bourgeois avec la nouvelle traduction de Daniel Lauzon. Je mentionne très peu les traducteurs et c'est pas très bien d'ailleurs. Mais là c'est presque obligatoire de le mentionner parce qu'il y a la précédente traduction et la nouvelle. Et apparemment la nouvelle est beaucoup plus abordable. En tout cas moi c'est celle-là que j'ai découverte. Est-ce que je vous fais le pitch du Seigneur des Anneaux? Je l'avais déjà fait dans un précédent vlog. On va être avec des hobbits, donc des personnes de petite taille, qu'ils doivent protéger un anneau magique qui est un anneau qui détient le pouvoir sur à peu près tout le monde et toute la planète et le détruire justement pour que personne ne s'en empare et détruise la planète et soumette cette terre du milieu grâce aux forces du mal. Donc là c'est un premier tome qui est vraiment très introductif, mais je ne me suis jamais ennuyé. Alors au début on va être dans la Comté qui est le pays des hobbits. J'ai l'impression de vous parler limite de, je sais pas là, mais le petit chaperon rouge tellement l'histoire est connue et reconnue. Donc je vais pas vous faire l'histoire, en fait on va être voilà, dans la Comté, donc c'est assez très descriptif, on va nous raconter comment sont ces collines vertes, comment sont les maisons, comment les hobbits vivent, mais je sais pas, la plume, en tout cas à mon avis la traduction, fait que ce n'a pas été ennuyant pour moi, que ça a été vraiment très très chouette d'être dépaysé, parce que là, alors je vous parlais d'immersion avec les temps ultramodernes de Laurent Genefort, mais là on est vraiment un cran au-dessus, voire 3 crans au-dessus. J'ai trouvé que J.R. Tolkien arrivait à nous créer un univers, alors peut-être un peu dur au début, parce que chaque personnage, alors je vais essayer de vous en trouver une, je crois que le post-it en est un d'ailleurs, chaque personnage raconte un peu, enfin chante des chansons comme ça, qui raconte l'histoire de la Terre du Milieu. Alors on est avec, il y a 3 âges, je crois qu'on est dans le 3e âge. Je n'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants parce que je ne connais pas du tout l'histoire de Tolkien et tout cet univers immense qu'il a créé, mais on va être vraiment dans une histoire racontée de bout en bout, et chaque personnage nous délivre des morceaux de cette histoire grâce à ses chansons. Donc les chansons sont très importantes dans le roman, car c'est par elles qu'on apprend beaucoup. Vous voyez par exemple là il y en a encore une, qu'on apprend beaucoup sur la construction de l'univers et comment on en est arrivé à cet état des lieux, avec les terres des elfes, les terres des hommes comme vous et moi, les terres des hobbits, les terres des orques, etc. J'ai beaucoup aimé parce qu'en plus il y a une carte là donc de la Comté qui est très complète, et ensuite une double page avec la terre du milieu qui elle également est très complète. Et vu qu'on est vraiment dans un voyage, dans un roman initiatique où ces hobbits prennent la route et cheminent, donc ils partent de la Comté qui se trouve par ici pour arriver à la fin du tome 1 aux portes du Mordor, ou en tout cas pas très loin, qui se trouve ici. Vous voyez, ils traversent une grande partie de la Terre du Milieu. Le seul reproche que j'ai à faire, c'est que un grand passage de cette histoire se passe sur le milieu de la double page, donc c'est pas toujours pratique de voir les noms, parce qu'ils étaient vraiment au milieu de la Terre du Milieu. Donc des fois j'étais en mode putain mais ils sont où? J'essayais d'arracher le bouquin pour essayer de voir. Mais non, mais c'était quand même très chouette. Et cette carte permet de vraiment suivre leur avancée dans cette aventure. Ils rencontrent des personnages au fur et à mesure de leur histoire. Ils créent le groupe, donc la Fraternité de l'Anneau, avec ceux que les films ont rendu très célèbres. Legolas, interprété par Orlando Bloom, Aragorn, je sais pas le nom de l'auteur, et Gimli le nain. Donc on va être avec principalement cet elfe, ce nain et cet homme, ces 3 personnages. Mais en fait c'est une fraternité où ils sont 8 ou 9, donc il y a d'autres personnages. Il y a Boromir qui est également un homme, il y a Gandalf, et il y a des hobbits, donc Sam, Frodo, Merry et Pippin. Et cette communauté avance bon an mal an, on apprend un peu sur leurs espèces, qui sont les elfes, comment ils vivent, quelle est leur magie, qui sont les nains, quelles sont les relations entre les nains et les elfes. Voilà, c'était magnifique. En plus, vraiment, on s'imagine un paysage, on s'imagine des prairies, des forêts, etc. Et puis après, il y a les magnifiques illustrations. Alors, bizarrement, en fait,
J'aime pas les couvertures des 3 tomes, hein. Vraiment que ce soit celui-là, le tome 2 ou le tome 3, je trouve que les illustrations sont pas très belles. Enfin, c'est aussi le travail éditorial parce que bon bah, cette écriture en rouge, très dure, très brute, sur cette couverture, ça fait pas très beau, alors que pourtant les illustrations à l'intérieur sont magnifiques. Là par exemple, on voit les hobbits chez les elfes, je crois. Je sais pas si vous voyez. Donc ce sont des illustrations de Alan Lee. J'ai été conquis par la plume qui prend son temps, mais qui en même temps, petit à petit, on place les pions sur l'échiquier et on voit à peu près où on en vient. Tel personnage avance ici, il se passe ça, il y a un petit conflit politique. Il y a beaucoup de poésie, beaucoup de descriptions, mais qui, pour moi, n'a pas été trop lourde. J'ai lu le bouquin, donc là, il fait 500 pages, mais je pense que en poche, on doit avoisiner les peut-être 800 pages, à mon avis. Et je l'ai lu en deux jours, 2 jours et demi, vraiment, presque même en 3 fois, parce que je me rappelle avoir fait 3 grosses sessions de lecture, à tel point que je n'arrivais pas à lâcher le roman. J'arrivais pas à lire genre 10 ou 20 pages, je lisais 100, 150 pages d'un coup, car j'étais absorbé par la Terre du Milieu, absorbé par ces personnages, absorbé par cette quête. Moi j'aime bien tout ce qui est récit, initiatique, création des personnages, et là on part avec Bilbo qui est très innocent, qui n'est absolument pas dans cet univers d'aventure, même si son oncle, je crois, ou enfin en tout cas quelqu'un de sa famille, Bilbo, a déjà vécu cette aventure par le passé, ou une aventure un peu similaire. Lui, il est très naïf, très innocent, et il se retrouve un peu jeté dans la gueule du loup, et on lui dit, bon bah c'est toi qui vas prendre l'anneau, et c'est toi qui dois traverser la terre entière, et te battre contre 1000 monstres pour pouvoir détruire cet anneau, alors que lui, il avait rien demandé à part dépenser son fric à la comté, manger, chanter. Vraiment, cette notion d'amitié est très forte entre les personnages, cette immersion dans l'univers, cette construction de l'univers qui prend son temps, qui parfois peut nous dérouter un peu, parce que je vous dis, moi je suis absolument pas au fait de tout l'univers tolkienien, en tout cas avec tout ce qui s'est construit et ce qui s'est développé autour. Tolkien a vraiment construit une mastodonte dans le sens où il a fait des manuels d'histoire sur son univers, il a créé une langue à part entière avec des éléments de linguistique très très précis parce qu'il était linguiste, enfin c'est immense, c'est énorme. Je pense que j'ai à peine mis un orteil dans l'univers et pourtant je suis déjà conquis. Donc bon, je vais continuer, je vais déjà lire les 3 premiers tomes du cycle principal, donc La Fraternité de l'Anneau, Les 2 Tours et Le Retour du Roi. Par la suite, je lirai le Bilbo qui est en plus apparemment un peu plus facile, un peu plus accessible. Je serai donc peut-être un peu dérouté parce que là, c'est vraiment des livres très adultes, très forts, très bien écrits, très bien construits. Et apparemment, Bilbo est un peu plus jeunesse. Donc ça va peut-être me déplaire dans le sens où là, je suis vraiment à fond dedans et que ça me plaît, enfin tout me plaît dedans, j'ai vraiment rien à redire dessus. De re-switcher sur Bilbo qui est peut-être un peu plus facile, je vais peut-être pas être à l'aise, mais bon. Maintenant que j'ai commencé avec le cycle principal, j'ai envie de continuer. Puis après, j'aurai tout loisir de lire tous les écrits connexes autour de cet univers, tout ce qui est Beren et Luthien, qui sont des personnages qui ont vécu plusieurs centaines d'années avant cela, le Silmarillion, enfin voilà, tous les livres d'histoire un peu autour de l'univers de la Terre du Milieu. Super découverte et je pense que ça va rythmer mon année 2022, dans le sens où, enfin peut-être même pas, mon premier semestre 2022, j'aimerais bien lire les 3 avant cet été. C'était tout pour cette vidéo, ma foi, très longue. Je pense qu'on va avoisiner les 3 quarts d'heure. Désolé, mais en tout cas, étant donné que je vais là me limiter au mois de janvier à une vidéo par semaine, elle sera peut-être un peu plus longue, je ne sais pas. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo. Si vous voulez la faire voyager, vous pouvez la partager. Si vous avez envie de discuter, vous pouvez commenter. Et si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? En attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être heureux.